Mon mariage avec Pierre semblait parfait de l'extérieur. Nous habitions une jolie maison de banlieue, avec un petit jardin où je rêvais de voir notre fille faire ses premiers pas. Chaque matin, Pierre partait travailler en costume, sa mallette à la main, m'embrassant tendrement sur le front avant de franchir le seuil. Il avait l'air d'un homme comblé, fier de sa petite famille. Moi, je restais à la maison, notre petite Amélie dans les bras, un sourire forcé aux lèvres alors que je lui faisais signe de la main à travers la fenêtre. Dès que la porte se refermait, mon sourire s'effaçait. La réalité de ma situation me frappait de plein fouet. J'étais seule, complètement seule avec ce petit être qui dépendait entièrement de moi. Les premiers jours après la naissance d'Amélie, j'avais cru que cette sensation d'isolement passerait. Que je m'habituerais à mon nouveau rôle de mère. Que l'instinct maternel, dont tout le monde parlait, finirait par se manifester. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois, et rien n'a changé. Au contraire, ce sentiment d'être dépassée, inadéquate, ne faisait que s'intensifier. Je luttais quotidiennement contre une dépression postpartum qui me rongeait de l'intérieur, invisible aux yeux du monde extérieur. Chaque matin était un combat. Me lever du lit semblait être la tâche la plus ardue qui soit. Parfois, je restais allongée, écoutant les pleurs d'Amélie pendant ce qui me semblait être une éternité, avant de trouver la force de me lever pour la nourrir. La culpabilité me submergeait dans ces moments-là. Quelle mère laisse pleurer son bébé? Mais j'étais comme paralysée, incapable de bouger, prisonnière de mon propre corps. Les journées s'étiraient interminablement. Je passais des heures assise sur le canapé, Amélie dans les bras, fixant le vide. La télévision tournait en fond sonore, mais je n'écoutais pas vraiment. Mon esprit était ailleurs, perdu dans un brouillard épais de pensées sombres et d'inquiétudes. Est-ce que je serais capable de bien élever ma fille? Est-ce qu'elle sentirait à quel point sa mère était brisée? Est-ce qu'elle m'en voudrait plus tard pour ces moments où je n'arrivais pas à être pleinement présente pour elle? Les tâches les plus simples devenaient des montagnes à gravir. Préparer un biberon me prenait une énergie folle. Changer une couche était une épreuve. Même prendre une douche ou manger semblait insurmontable certains jours. Je négligeais mon apparence, restant en pyjama toute la journée, mes cheveux en bataille et mon visage marqué par la fatigue et les larmes. Le soir, quand Pierre rentrait du travail, je jouais la comédie. Je mettais un masque de normalité, prétendant que tout allait bien. Je préparais le dîner, nous mangions ensemble, parlant de sa journée. Il me racontait ses réunions, ses projets, ses collègues. J'écoutais d'une oreille distraite, hochant la tête au bon moment, mais mon esprit était ailleurs. J'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie, spectatrice d'un bonheur familial qui ne m'appartenait pas vraiment. La nuit n'apportait pas de répit. Amélie se réveillait fréquemment, réclamant à manger ou simplement du réconfort. Chaque fois que ses pleurs perçaient l'obscurité, je sentais mon cœur se serrer. L'angoisse montait en moi alors que je me traînais jusqu'à son berceau. Pendant que je la nourrissais ou la berçais, mes pensées tourbillonnaient. Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à ressentir cette connexion profonde dont toutes les autres mères parlaient? Pourquoi est-ce que je me sentais si détachée, si vide? Il y avait des moments, rares mais précieux, où je ressentais un éclair d'amour pur pour Amélie. Quand elle s'agrippait à mon doigt avec sa petite main, quand elle me regardait avec ses grands yeux curieux, ou quand elle s'endormait paisiblement contre ma poitrine. Dans ces instants-là, je me sentais presque normale, presque comme la mère que je voulais être. Mais ces moments étaient fugaces, vite engloutis par la vague de dépression qui ne me quittait jamais vraiment. Je n'en parlais à personne. Pas même à Pierre. Comment aurais-je pu lui avouer que je me sentais comme une étrangère avec notre propre fille? Que parfois, dans mes moments les plus sombres, je regrettais presque d'être devenue mère? La honte me paralysait. J'avais l'impression d'être un monstre, indigne de l'amour de ma famille. Les rares fois où je sortais, pour faire les courses ou pour une visite médicale de routine pour Amélie, je croisais d'autres mères. Elles semblaient toutes si à l'aise, si naturelles dans leur rôle. Elles riaient avec leur bébé, les cajolaient avec une tendresse que je n'arrivais pas à ressentir. Chaque rencontre de ce genre ne faisait qu'accentuer mon sentiment d'inadéquation. Je me souviens d'un jour en particulier, environ 3 mois après la naissance d'Amélie. J'étais au parc, assise sur un banc, regardant les autres mères jouer avec leurs enfants. Une femme s'est approchée de moi,
poussant une poussette avec un bébé à peu près du même âge qu'Amélie. Votre petite est adorable, m'a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Quel âge a-t-elle ? 3 mois, ai-je répondu, essayant de sourire en retour. Oh, c'est une période merveilleuse, n'est-ce pas ? Ils commencent à avoir leur petite personnalité. C'est magique de les voir grandir jour après jour. J'ai hoché la tête, incapable de partager son enthousiasme. Pour moi, chaque jour était une lutte, pas une aventure magique. Comment vous sentez-vous ? A-t-elle demandé, son ton devenant plus doux, presque inquiet. J'ai failli craquer à ce moment-là. Failli tout lui avouer. Mais au lieu de cela, j'ai forcé un autre sourire et répondu, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Elle m'a regardé un moment, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Puis elle a posé sa main sur mon bras, un geste de compassion qui m'a presque fait fondre en larmes. Les premiers mois sont durs, a-t-elle dit doucement. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Il n'y a pas de honte à cela. J'ai acquiescé, la gorge serrée, incapable de parler. Peu après, elle est partie, me laissant avec un mélange de gratitude pour sa gentillesse et de honte de ne pas avoir pu être honnête. Ce jour-là, en rentrant à la maison, j'ai pleuré pendant des heures, Amélie endormie dans son berceau. Je me sentais prise au piège, désespérée, ne voyant aucune issue à cette situation. Comment pouvais-je être une bonne mère alors que je me sentais si brisée à l'intérieur ? Les semaines passaient, et ma dépression ne faisait que s'aggraver. Je commençais à avoir des pensées effrayantes. Et si je partais, simplement ? Si je laissais tout derrière moi et disparaissais ? Amélie et Pierre ne seraient-ils pas mieux sans moi ? Ces pensées me terrifiaient, mais elles revenaient sans cesse, comme un refrain sinistre dans mon esprit tourmenté. Pierre, de son côté, semblait de plus en plus préoccupé par son travail. Il rentrait tard, souvent après qu'Amélie soit couchée. Quand il était à la maison, il était distrait, toujours sur son téléphone ou son ordinateur. Je ne lui en voulais pas vraiment. D'une certaine façon, son absence rendait les choses plus faciles. Je n'avais pas à prétendre que tout allait bien quand il n'était pas là. Pourtant, une partie de moi hurlait silencieusement, implorant qu'il remarque ma détresse. Qu'il voie au-delà du masque que je portais. Qu'il me prenne dans ses bras et me dise que tout irait bien. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. J'étais prisonnière de ma propre vie, incapable de demander de l'aide, incapable de sortir de ce puissant fond dans lequel je m'enfonçais chaque jour un peu plus. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. À l'intérieur, j'étais en train de me noyer, et personne ne semblait le remarquer. Les parents de Pierre avaient toujours été critiques à mon égard, mais leurs visites sont devenues insupportables après la naissance de notre petite Amélie. Ce qui n'était autrefois que des remarques occasionnelles s'est transformé en un flot constant de critiques et de jugements, chacune de leurs visites devenant une véritable épreuve pour moi. Je me souviens encore de leur première visite après la naissance d'Amélie. Marie-Claude et Jean-Luc, mes beaux-parents, sont arrivés un dimanche après-midi, les bras chargés de cadeaux pour leur petite fille. Au début, l'atmosphère semblait presque joyeuse. Marie-Claude s'est précipitée vers le berceau, couvant Amélie du regard. « Oh, comme elle est mignonne !» s'est-elle exclamée. « Elle ressemble tellement à Pierre quand il était bébé. » J'ai souri poliment, bien que cette remarque m'ait un peu piqué. Pourquoi ne pouvait-elle pas voir un peu de moi dans notre fille ? Ce n'était que le début. Alors que nous nous installions dans le salon, les commentaires ont commencé à fuser. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie, a dit Marie-Claude, me regardant de haut en bas. Tu devrais prendre plus soin de toi. Ce n'est pas bon pour le bébé de voir sa mère dans cet état. » J'ai senti mes joues s'empourprer. Bien sûr que j'étais fatiguée. Je passais mes nuits à m'occuper d'Amélie, luttant contre ma dépression, essayant désespérément d'être une bonne mère. Je fais de mon mieux, ai-je murmuré, mais ma voix s'est perdue dans le bruit de Jean-Luc qui demandait à Pierre comment se passait son travail. Au fil de l'après-midi, chacune de mes décisions concernant Amélie a été remise en question. Quand j'ai sorti un biberon pour la nourrir, Marie-Claude a froncé les sourcils. « Tu ne l'allaites pas ? Le lait maternel est tellement meilleur pour les bébés. » J'ai allaité Pierre pendant 1 an, tu sais. J'ai dû me retenir de lui expliquer que mon corps ne produisait pas assez de lait, que j'avais essayé pendant des semaines, pleurant de frustration à chaque tétée difficile.
Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et continué à nourrir ma fille. Plus tard, quand Amélie a commencé à pleurer, je l'ai prise dans mes bras, essayant de la calmer. Mais ses pleurs ont persisté, et je pouvais sentir l'anxiété monter en moi. « Tu ne la tiens pas correctement », a déclaré Jean-Luc, se levant de son fauteuil. « Donne-la-moi. » Avant que je puisse protester, il a pris Amélie de mes bras. Miraculeusement, elle s'est calmée presque instantanément dans les bras de son grand-père. Le regard triomphant qu'il m'a lancé m'a fait l'effet d'un coup de poignard. « Tu vois ? C'est comme ça qu'il faut faire. Tu dois être plus ferme, plus confiante. Les bébés sentent quand tu es anxieuse. » J'ai lutté contre les larmes qui menaçaient de couler. Chaque mot était une confirmation de mes pires craintes, j'étais une mauvaise mère, incapable de prendre soin de mon propre enfant. Pierre, assis à côté de moi, est resté silencieux tout au long de cet échange. Son silence était assourdissant, sa non-intervention une trahison silencieuse. Ces visites sont devenues une routine hebdomadaire. Chaque dimanche, mes beaux-parents débarquaient, apportant avec eux leur lot de critiques et de conseils. Un jour, alors qu'Amélie avait environ 6 mois, Marie-Claude a remarqué que je n'avais pas encore commencé la diversification alimentaire. « Comment ça, tu ne lui as pas encore donné de purée ?» s'est-elle exclamée, horrifiée. À son âge, Pierre mangeait déjà de tout. J'ai essayé d'expliquer que notre pédiatre nous avait conseillé d'attendre encore un peu, mais elle a balayé mon explication d'un geste de la main. Les médecins d'aujourd'hui ne savent rien. De mon temps, on savait comment élever des enfants en bonne santé. Cette remarque a déclenché une longue tirade sur la façon dont les jeunes parents d'aujourd'hui étaient trop permissifs, trop mous. J'ai écouté en silence, me sentant de plus en plus petite, de plus en plus inadéquate. Les commentaires ne se limitaient pas à mes compétences parentales. Ils s'étendaient à tous les aspects de ma vie. « Tu n'as toujours pas repris le travail ?» demandait souvent Jean-Luc. « Ce n'est pas bon de rester à la maison toute la journée. Tu vas finir par devenir paresseuse. » Comment aurais-je pu lui expliquer que chaque jour était une lutte ? Que prendre soin d'Amélie me demandait toute mon énergie, toute ma concentration ? Que l'idée même de retourner au travail me terrifiait ? Marie-Claude, quant à elle, ne manquait jamais une occasion de commenter mon apparence. « Tu devrais faire un effort pour t'habiller un peu mieux », disait-elle en me regardant de haut en bas. Ce n'est pas parce qu'on est mère qu'on doit se laisser aller. Pierre mérite mieux que ça. Chaque remarque était comme un coup de couteau, s'enfonçant profondément dans mes insécurités déjà bien ancrées. Je me sentais jugée, inadéquate, pas assez bien pour leur fils, pas assez bien pour être la mère de leur petite fille. Les nuits précédant leur visite étaient devenues un cauchemar. Je passais des heures à nettoyer frénétiquement la maison, essayant désespérément d'éviter au moins les critiques sur mon ménage. Je choisissais mes vêtements avec soin, tentant de trouver un équilibre entre présentable et pas trop apprêté pour éviter les commentaires dans un sens ou dans l'autre. Un dimanche, alors qu'Amélie approchait de son premier anniversaire, les choses ont atteint un point de rupture. Marie-Claude et Jean-Luc sont arrivés plus tôt que d'habitude, me surprenant alors que je finissais de m'habiller. La maison n'était pas encore parfaitement rangée, et Amélie était encore en pyjama. « Oh là là !» a soupiré Marie-Claude en entrant. « Quel bazar ! Et la petite n'est même pas habillée ? À quelle heure vous levez-vous dans cette maison ? » J'ai senti la panique monter en moi. J'ai bafouillé des excuses, essayant d'expliquer qu'Amélie avait mal dormi la nuit précédente, que je n'avais pas entendu mon réveil. Des excuses, toujours des excuses, a grogné Jean-Luc. De notre temps, on savait s'organiser. On avait de la discipline. Pendant que je m'affairais à habiller Amélie et à ranger le salon, j'entendais mes beaux-parents murmurer entre eux. Des bribes de conversation me parvenaient, pas à la hauteur, notre pauvre fils, on aurait dû intervenir plus tôt. Ce jour-là, leurs critiques semblaient encore plus acerbes que d'habitude. Chaque aspect de ma vie parentale a été passé au crible, la façon dont je nourrissais Amélie, dont je l'habillais, dont je jouais avec elle. Même la décoration de sa chambre n'a pas échappé à leurs remarques. Ces couleurs sont beaucoup trop stimulantes pour un bébé, a déclaré Marie-Claude en fronçant le nez devant les murs jaunes pâles que Pierre et moi avions choisis avec tant de soin. Ça va l'empêcher de bien dormir. J'ai serré les dents, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Je me sentais acculée, attaquée de toutes parts.
Et Pierre, comme toujours, restait silencieux, plongé dans son téléphone, évitant soigneusement le conflit. Alors que la journée touchait à sa fin et que mes beaux-parents se préparaient à partir, Marie-Claude m'a prise à part dans la cuisine. « Ma chérie, a-t-elle dit d'un ton faussement concerné, je m'inquiète vraiment pour vous. Pour Pierre et Amélie. Je ne suis pas sûre que tu te rendes compte à quel point c'est difficile pour eux. Pierre travaille si dur, et quand il rentre à la maison, il doit encore s'occuper du bébé parce que tu n'y arrives pas. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour lui dire à quel point elle se trompait, à quel point je me battais chaque jour. Mais aucun son n'est sorti. Réfléchis a-t-elle ajouté en tapotant ma main. Parfois, l'amour, c'est savoir quand s'effacer pour le bien de sa famille. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai pleuré silencieusement dans notre lit, Pierre ronflant paisiblement à côté de moi. Les mots de Marie-Claude tournaient en boucle dans ma tête. Étais-je vraiment un fardeau pour ma famille? Serait-il mieux sans moi? Ces visites hebdomadaires étaient devenues une torture, un rappel constant de mon inadéquation supposée. Chaque dimanche, je me sentais un peu plus brisée, un peu plus désespérée. Et pourtant, je continuais à sourire, à hocher la tête, à encaisser les critiques sans broncher. Parce que c'était la famille de Pierre. Parce que je voulais désespérément leur approbation. Parce que, quelque part au fond de moi, une petite voix me disait qu'ils avaient peut-être raison. Ce soir-là restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'était un samedi, le jour de l'anniversaire de Pierre. J'avais passé la journée à préparer un dîner spécial, espérant que cette soirée en famille pourrait apaiser les tensions qui s'accumulaient depuis des mois. Amélie, maintenant âgée de 18 mois, était particulièrement agitée, comme si elle sentait la nervosité qui m'habitait. Les parents de Pierre, Marie-Claude et Jean-Luc, sont arrivés à 19h précises. Dès leur entrée, j'ai senti l'atmosphère se charger d'électricité. Marie-Claude a jeté un regard critique autour d'elle, s'attardant sur les jouets d'Amélie éparpillés dans le salon. « Tu aurais pu ranger un peu, ma chérie, a-t-elle dit d'un ton doucereux. C'est l'anniversaire de Pierre, après tout. » J'ai serré les dents, ravalant la réplique qui me brûlait les lèvres. Ce n'était pas le moment de déclencher une dispute. Pas aujourd'hui. Le dîner a commencé dans une ambiance tendue. J'avais préparé le plat préféré de Pierre, un bœuf bourguignon, mais mes beaux-parents ne cessaient de comparer ma cuisine à celle de Marie-Claude. « C'est intéressant » a commenté Jean-Luc après sa première bouchée. « Mais ça manque un peu de saveur, tu ne trouves pas, chérie » a-t-il ajouté en se tournant vers sa femme. Marie-Claude a acquiescé. « Tu devrais essayer ma recette la prochaine fois. Je te la donnerai. » J'ai senti mes joues s'empourprer. J'avais passé des heures sur ce plat, espérant qu'il serait parfait. Pierre, assis à côté de moi, semblait absorbé par son assiette, évitant soigneusement mon regard. La conversation a dérivé vers le travail de Pierre. Jean-Luc s'est lancé dans un long monologue sur l'importance de gravir les échelons rapidement, de faire des heures supplémentaires, de se faire remarquer par la direction. « Tu as de l'ambition, n'est-ce pas, mon fils ?» a-t-il demandé, son regard allant de Pierre à moi. Pierre a marmonné quelque chose d'inintelligible, visiblement mal à l'aise. J'ai senti mon cœur se serrer. Je savais que la situation au travail de Pierre n'était pas aussi rose qu'il le prétendait, mais je n'avais pas osé en parler à ses parents. C'est à ce moment-là qu'Amélie a commencé à pleurer. Ses cris perçants ont traversé la pièce, faisant sursauter tout le monde. Je me suis levée pour aller la chercher, mais Marie-Claude m'a devancée. « Laisse, je m'en occupe » a-t-elle dit d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « Tu devrais finir de manger. Tu es si maigre, ce n'est pas bon pour le bébé si tu veux en avoir un autre. » Cette remarque m'a figée sur place. Un autre bébé ? L'idée même me terrifiait. J'avais déjà du mal à gérer ma vie avec Amélie, comment pourrais-je envisager un deuxième enfant ? Quand Marie-Claude est revenue avec Amélie dans les bras, la petite s'était calmée. Elle gazouillait joyeusement, tirant sur le collier de perles de sa grand-mère. « Tu vois » a dit Marie-Claude triomphalement, « il suffit de savoir s'y prendre. Les enfants ont besoin d'une main ferme. » J'ai senti quelque chose se briser en moi à cet instant. Toutes les frustrations, toutes les insécurités que j'avais accumulées ces derniers mois semblaient sur le point d'exploser. C'est alors que Jean-Luc a lâché la bombe. « Pierre,
mon garçon, a-t-il dit en posant sa fourchette, ta mère et moi sommes inquiets. Nous pensons qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse sur l'avenir de cette famille. J'ai senti mon estomac se nouer. Pierre a relevé la tête, l'air confus. Que veux-tu dire, papa? Marie-Claude a pris le relais, berçant doucement Amélie. Chérie, nous voyons bien que les choses ne vont pas comme elles devraient. Tu travailles dur, tu fais de ton mieux, mais... Elle a jeté un regard dans ma direction. Certaines personnes ne semblent pas comprendre les sacrifices que tu fais. J'ai senti le sang quitter mon visage. Était-il vraiment en train de m'attaquer ainsi, le jour de l'anniversaire de Pierre? Je ne comprends pas, a dit Pierre, mais son ton laissait entendre qu'il comprenait parfaitement. Jean-Luc a pris une profonde inspiration. Fils, nous pensons que tu mérites mieux. Tu as un avenir brillant devant toi, mais tu es freiné. Freiné, ai-je répété, trouvant enfin ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Marie-Claude m'a regardé droit dans les yeux, son visage un masque de fausse compassion. Ma chère, soyons honnêtes. Depuis la naissance d'Amélie, tu n'es plus la même. Tu ne travailles pas, tu as l'air constamment épuisé, la maison est dans un état discutable. J'ai senti la colère monter en moi, mêlée à une profonde blessure. Comment osait-il? Je m'occupe de notre fille à plein temps, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. C'est un travail à part entière. Jean-Luc a ri, un son sec et sans humour. Un travail? Allons, ne sois pas ridicule. Des millions de femmes élèvent des enfants tout en ayant une vraie carrière. Papa, a commencé Pierre, mais sa mère l'a interrompu. Pierre, chéri, nous savons que c'est difficile à entendre, mais nous devons penser à ton avenir, à l'avenir d'Amélie. Et c'est là que Marie-Claude a prononcé les mots qui ont fait basculer la soirée. Tu n'es rien d'autre qu'une sangsue, a-t-elle craché, toute prétention de politesse envolée. Notre fils te fait vivre, il se tue à la tâche pendant que tu restes à la maison à te plaindre. Il est temps que tu partes. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé Pierre, cherchant désespérément son soutien, mais il fixait son assiette, les épaules voûtées. Pierre, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Son silence était une réponse en soi. Un silence assourdissant, une trahison plus douloureuse que n'importe quelle parole aurait pu l'être. Je me suis levée lentement, les jambes tremblantes. Les larmes que j'avais retenues pendant si longtemps menaçaient de déborder. J'ai regardé chacun d'entre eux tour à tour, Marie-Claude, triomphante avec Amélie dans ses bras, Jean-Luc, l'air satisfait, et Pierre, toujours silencieux, refusant de croiser mon regard. Dans ce moment de clarté douloureuse, j'ai compris que tout ce que j'avais craint, tout ce que j'avais redouté pendant des mois, était en train de se réaliser. Il me voyait comme un fardeau, comme un obstacle au bonheur et au succès de Pierre. Et lui, l'homme que j'aimais, le père de mon enfant, ne disait rien pour me défendre. Le poids de leur jugement, de leur mépris, semblait m'écraser. J'ai senti mes jambes faiblir, et j'ai dû m'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Ma respiration est devenue laborieuse, comme si tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. C'est à ce moment-là, alors que je me tenais là, brisée et humiliée, que j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien, que leur comportement était acceptable. Il était temps de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler le peu de force qui me restait. Les mots que j'allais prononcer allaient tout changer, je le savais. Mais je n'avais plus le choix. Il était temps de révéler ce que j'avais gardé secret pendant si longtemps. Les larmes aux yeux, je me suis redressée, puisant dans une force que je ne me connaissais pas. Le silence dans la pièce était palpable, lourd de jugements et d'accusations non dites. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce que j'allais révéler. Vous pensez tout savoir, ai-je commencé, ma voix tremblante mais déterminée. Vous croyez que je suis une sangsue, que Pierre me fait vivre. Mais vous ne savez rien. Marie-Claude a ouvert la bouche pour m'interrompre, mais je l'ai coupée d'un geste de la main. Pour une fois, c'était à mon tour de parler. La vérité, c'est que depuis 2 ans, je suis la principale source de revenus de cette famille. Le choc sur leur visage aurait été comique dans d'autres circonstances. Jean-Luc s'est étouffé avec son vin,
Marie-Claude a serré Amélie un peu plus fort contre elle, et Pierre. Pierre a enfin levé les yeux, un mélange de honte et de soulagement sur son visage. Que veux-tu dire ? A demandé Jean-Luc, incrédule. J'ai pris une autre profonde inspiration. Pendant que vous pensiez que je ne faisais rien de mes journées, je travaillais. Chaque nuit, quand Amélie et Pierre dormaient, je me levais et je travaillais comme écrivaine freelance. Les mots coulaient maintenant, libérateurs. J'ai commencé peu après la naissance d'Amélie. Au début, c'était juste pour avoir un peu d'argent de côté, pour me sentir utile. Mais rapidement, j'ai trouvé des clients réguliers. Des entreprises qui appréciaient mon travail, qui me demandaient de plus en plus de contenu. Je me suis tournée vers Pierre, qui semblait rapetisser sur sa chaise. Quand Pierre a perdu son emploi il y a 6 mois, mon travail est devenu notre seule source de revenus. Le silence qui a suivi cette révélation était assourdissant. Marie-Claude, pour une fois, semblait avoir perdu sa langue. Perdu son emploi, a finalement articulé Jean-Luc, se tournant vers son fils. Pierre, est-ce vrai ? Pierre a hoché la tête, incapable de regarder son père dans les yeux. Je voulais vous le dire. Mais j'avais honte. Je ne voulais pas vous décevoir. Je me suis rappelé ces nuits où Pierre rentrait tard, prétendant avoir eu une longue journée au bureau, alors qu'en réalité il passait des heures dans les cafés, trop honteux pour rentrer à la maison et admettre qu'il n'avait pas trouvé de nouvel emploi. Chaque nuit, ai-je continué, je travaillais jusqu'à l'aube. J'écrivais des articles, des rapports, des scripts. Tout ce qui pouvait nous rapporter de l'argent. Pendant la journée, je m'occupais d'Amélie, je gérais la maison, et le soir, je recommençais. Je me suis tournée vers Marie-Claude, qui me regardait maintenant avec un mélange de confusion et d'incrédulité. Vous pensiez que j'étais fatiguée parce que je ne faisais rien ? J'étais épuisée parce que je travaillais pratiquement 24 heures sur 24. Je jonglais entre mon rôle de mère et celui de soutien de famille. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant, mais je ne les essuyais pas. Vous n'avez jamais pris la peine de me demander comment j'allais vraiment. Vous avez supposé que j'étais paresseuse, que je profitais de votre fils. Mais la vérité, c'est que je me tuais à la tâche pour maintenir cette famille à flot. J'ai sorti mon téléphone et, d'une main tremblante, j'ai ouvert mon application bancaire. Je l'ai tendue à Jean-Luc. Regardez. Voici mes revenus des 6 derniers mois. Voici comment nous avons payé le loyer, la nourriture, les couches d'Amélie. Jean-Luc a pris le téléphone, ses yeux s'écarquillant à la vue des chiffres. Il l'a passé à Marie-Claude, qui a pâli visiblement. Mais, pourquoi n'avoir rien dit, a demandé Marie-Claude, sa voix ayant perdu toute son arrogance habituelle. J'ai ri, un son amer et fatigué. Pour protéger la fierté de votre fils. Parce qu'il m'a supplié de garder le secret. Parce qu'il avait peur de votre jugement, de votre déception. Pierre a finalement trouvé sa voix. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû te demander de porter ce fardeau seul. Je me suis tournée vers lui, sentant une vague de fatigue m'envahir. Non, tu n'aurais pas dû. Mais je l'ai fait parce que je t'aime, parce que je croyais en nous, en notre famille. Le silence est retombé sur la pièce. Jean-Luc fixait son verre de vin, visiblement mal à l'aise. Marie-Claude berçait doucement Amélie, qui s'était endormie au milieu de tout ce drame. Je ne suis pas une sangsue, ai-je dit, ma voix retrouvant sa force. Je suis une femme qui a sacrifié son sommeil, sa santé mentale, son bien-être pour sa famille. J'ai enduré vos critiques, vos jugements, votre mépris, tout en portant le poids de notre situation financière sur mes épaules. J'ai pris Amélie des bras de Marie-Claude, qui n'a pas résisté. Ma fille s'est blottie contre moi, et j'ai senti une vague d'amour et de protection m'envahir. Je ne suis pas celle qui devrait partir, ai-je conclu, regardant chacun d'entre eux tour à tour. Je suis celle qui a tenu cette famille ensemble quand tout semblait s'effondrer. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Il était chargé de honte, de regret, et peut-être, d'une pointe de respect. J'ai vu Marie-Claude et Jean-Luc échanger un regard, la réalisation de leur erreur de jugement se lisant clairement sur leur visage. Pierre s'est levé lentement, s'approchant de moi. « Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré. Tu as raison. Tu as été incroyable, et je n'ai pas été à la hauteur. J'ai hoché la tête,
trop épuisée émotionnellement pour répondre. La vérité était enfin sortie, et avec elle, un poids énorme s'était levé de mes épaules. Mais je savais que ce n'était que le début. Il y aurait des conversations difficiles à avoir, des excuses à faire, des relations à reconstruire. Alors que je me tenais là, Amélie endormie dans mes bras, entourée de ma famille qui me regardait maintenant sous un jour complètement différent, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. La dynamique de notre famille ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que maintenant, enfin, je pourrais être vue et appréciée pour qui j'étais vraiment. Le silence qui avait suivi ma révélation était pesant, chargé d'émotions non dites et de réalisations douloureuses. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que je devais continuer, que je devais tout expliquer maintenant que la vérité commençait à éclater. Ce n'est pas tout, ai-je dit doucement, berçant toujours Amélie endormie contre ma poitrine. Il y a plus que vous devez savoir. Les yeux de tous étaient rivés sur moi, attendant la suite. Même Pierre semblait suspendu à mes lèvres, comme s'il redoutait ce qui allait suivre. Pierre n'a pas simplement perdu son emploi, ai-je commencé, sentant mon cœur se serrer à ce souvenir. Il a été licencié il y a 6 mois, lors d'une restructuration massive de son entreprise. Jean-Luc a froncé les sourcils. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit, fils ? Nous aurions pu t'aider, te soutenir. Pierre a baissé les yeux, la honte visible sur son visage. Je ne voulais pas vous décevoir. Vous aviez tellement d'attentes pour moi. J'ai posé ma main sur l'épaule de Pierre, sentant qu'il avait besoin de soutien pour ce qui allait suivre. Le jour où il a perdu son emploi, ai-je continué, Pierre est rentré à la maison dévasté. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Il était en larmes, tremblant, disant qu'il avait tout gâché, qu'il avait échoué en tant que mari et père. Je me suis souvenu de ce jour comme si c'était hier. Pierre, habituellement si fort et confiant, effondré sur notre canapé, sanglotant comme un enfant. Amélie, ne comprenant pas ce qui se passait, tirant sur la manche de son père en gazouillant. J'ai essayé de le réconforter, de lui dire que nous traverserions cette épreuve ensemble. Mais il était inconsolable. Il répétait sans cesse qu'il vous avait déçu, qu'il ne méritait pas sa famille. Marie-Claude a porté une main à sa bouche, les yeux brillants de larmes. « Oh, Pierre » a-t-elle murmuré. C'est à ce moment-là, ai-je poursuivi, que Pierre m'a supplié de garder le secret. Il m'a dit qu'il ne supporterait pas votre déception, votre jugement. Il m'a demandé de lui donner du temps pour retrouver un emploi avant que vous ne l'appreniez. J'ai regardé Pierre, qui acquiesçait lentement, confirmant mes paroles. J'ai hésité, ai-je admis. Je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire, que nous aurions dû être honnêtes dès le début. Mais voir Pierre si brisé, si désespéré. Je n'ai pas pu lui refuser cela. Jean-Luc s'est levé brusquement, faisant sursauter tout le monde. Mais enfin, Pierre. Nous sommes tes parents. Comment as-tu pu penser que nous te jugerions pour quelque chose qui arrive à tant de gens ? Pierre a finalement relevé la tête, les yeux rouges. Vous avez toujours eu de si grandes attentes pour moi, papa. Toujours à me pousser plus loin, à viser plus haut. Je ne voulais pas être une déception. Ces mots ont semblé frapper Jean-Luc comme un coup physique. Il s'est rassis lentement, l'air soudain vieux et fatigué. Alors, ai-je repris, nous avons commencé à vivre ce mensonge. Chaque matin, Pierre partait comme s'il allait au travail. Il passait ses journées dans des cafés, à envoyer des CV, à passer des entretiens. Et chaque soir, il rentrait, prétendant avoir eu une journée normale au bureau. Je me suis tournée vers Marie-Claude et Jean-Luc. C'est pour ça que je semblais si fatiguée, si débordée. Non seulement je m'occupais d'Amélie toute la journée, mais je travaillais aussi toute la nuit pour nous maintenir à flot financièrement. Et je devais porter ce secret, ce poids constant. Marie-Claude a secoué la tête, incrédule. Mais pourquoi n'être pas venue nous voir ? Nous aurions pu aider, financièrement, émotionnellement. J'ai souri tristement. Parce que Pierre m'a fait promettre. Il m'a dit qu'il préférerait tout perdre plutôt que de vous décevoir. Et j'ai respecté sa volonté, même si cela signifiait sacrifier ma propre réputation à vos yeux. Le silence est retombé dans la pièce, chacun assimilant la portée de ses révélations. Pierre s'est approché de moi, prenant ma main libre dans la sienne.
Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré. Je n'aurais jamais dû te demander de porter ce fardeau. J'ai été lâche, et tu en as payé le prix. J'ai serré sa main, sentant un mélange complexe d'émotions, amour, frustration, soulagement, me submerger. Jean-Luc s'est levé à nouveau, s'approchant de nous. Pierre, mon fils, a-t-il dit d'une voix étranglée, je suis désolé si nous t'avons fait sentir que tu ne pouvais pas venir nous voir en cas de problème. Nous n'avons jamais voulu te mettre autant de pression. Marie-Claude a rejoint son mari, les larmes coulant librement sur ses joues. Nous sommes fiers de toi, Pierre. Pas pour ton travail ou ton salaire, mais parce que tu es notre fils. Nous aurions dû te le dire plus souvent. Alors que cette scène de réconciliation se déroulait devant moi, j'ai senti un poids immense se lever de mes épaules. Le secret que nous avions porté pendant si longtemps était enfin révélé, et bien que les conséquences restaient à venir, je savais que nous avions fait le premier pas vers la guérison. Amélie a remué dans mes bras, comme si elle sentait que quelque chose d'important venait de se passer. J'ai baissé les yeux vers elle, réalisant que tout ce que nous avions fait, tous les sacrifices que nous avions consentis, c'était pour elle, pour lui offrir un avenir meilleur. Alors que la soirée touchait à sa fin, avec des émotions à vif et des vérités enfin dévoilées, j'ai compris que notre famille ne serait plus jamais la même. Mais peut-être, juste peut-être, que nous pourrions reconstruire quelque chose de plus fort, de plus authentique, à partir des ruines de nos secrets et de nos non-dits. La révélation avait eu l'effet d'une bombe dans la pièce. Le silence qui suivit était assourdissant, chargé d'émotions contradictoires et de réalisations douloureuses. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de chacun, alors qu'ils assimilaient l'ampleur de ce que je venais de révéler. Pierre fut le premier à briser ce silence pesant. Il se leva lentement de sa chaise, les jambes tremblantes, le visage pâle comme s'il venait de voir un fantôme. Ses yeux étaient rivés sur moi, emplis d'un mélange de honte, de gratitude et d'admiration. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu as porté ce fardeau pendant si longtemps, tout ça pour me protéger. Il fit un pas vers moi, hésitant, comme s'il craignait que je le repousse. Mais je restais immobile, Amélie toujours endormie dans mes bras, attendant de voir ce qu'il allait faire. Je suis tellement désolé, continua-t-il, les larmes commençant à couler sur ses joues. J'ai été lâche. J'aurais dû affronter la situation, être honnête avec mes parents, avec toi. Au lieu de ça, je t'ai laissé porter tout le poids de notre situation. Marie-Claude, qui était restée figée depuis ma révélation, sembla soudain reprendre vie. Elle se leva brusquement, son visage passant de la stupéfaction à la colère en un instant. Pierre, s'exclama-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Comment as-tu pu nous mentir ainsi? Comment as-tu pu laisser ta femme endurer tout cela seule? Jean-Luc posa une main sur le bras de sa femme, tentant de la calmer, mais ses propres yeux brillaient de déception et d'incompréhension. Pierre baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa mère. J'avais honte, murmura-t-il. Vous aviez toujours eu de si grandes attentes pour moi. L'idée de vous décevoir était insupportable. Je regardais cette scène se dérouler devant moi, me sentant étrangement détaché. Après des mois de secrets et de stress, la vérité était enfin sortie. Je devrais me sentir soulagé, mais à la place, je me sentais surtout épuisé. Jean-Luc se leva à son tour, s'approchant de son fils. Pendant un moment, je crus qu'il allait le gifler, tant la colère était visible sur son visage. Mais à la place, il fit quelque chose qui nous surprit tous, il prit Pierre dans ses bras. « Mon fils, dit-il d'une voix étranglée par l'émotion, je suis désolé si nous t'avons fait sentir que tu ne pouvais pas venir nous voir en cas de problème. Nous sommes ta famille. Nous sommes là pour te soutenir, pas pour te juger. » Pierre s'effondra dans les bras de son père, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. C'était la première fois que je le voyais pleurer devant ses parents, lui qui avait toujours essayé de paraître fort et invincible à leurs yeux. Marie-Claude nous regardait, Pierre et moi, tour à tour, ses yeux s'adoucissant progressivement. « Je ne comprends pas, dit-elle finalement. Pourquoi ne nous avoir rien dit? Nous aurions pu aider. » Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Ce n'était pas ma décision à prendre, dis-je doucement. Pierre m'a fait promettre de garder le secret. Et même si je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire, j'ai respecté sa volonté.
Marie-Claude s'approcha de moi, hésitante. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis de l'incertitude dans ses yeux. Ma chérie, dit-elle, sa voix tremblante, je ne sais pas quoi dire. Nous t'avons jugé si durement, alors que tu portais tout ce poids sur tes épaules. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je les retins. Je ne voulais pas craquer, pas maintenant. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour ma famille, dis-je simplement. Jean-Luc relâcha Pierre et se tourna vers moi. Tu as fait preuve d'une force et d'un dévouement extraordinaires, dit-il, sa voix empreinte d'un respect que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous te devons des excuses pour la façon dont nous t'avons traité. Pierre s'approcha de moi, les yeux rouges mais déterminés. Il posa une main sur ma joue, essuyant une larme que je n'avais même pas senti couler. Je ne te mérite pas, murmura-t-il. Mais je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être digne de toi à partir de maintenant. Je le regardai dans les yeux, voyant pour la première fois depuis des mois l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Nous avons beaucoup de choses à régler, dis-je doucement. Mais nous le ferons ensemble. Marie-Claude s'approcha, tendant les bras vers Amélie qui commençait à s'agiter. Laisse-moi la prendre un moment, dit-elle gentiment. Tu as besoin de te reposer. Pour la première fois, je n'hésitais pas à lui confier ma fille. Je regardai Marie-Claude bercer doucement Amélie, murmurant des mots doux à son oreille, et je sentis quelque chose changer en moi. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir pour notre famille après tout. Jean-Luc s'éclaircit la gorge, attirant notre attention. Je pense que nous avons tous beaucoup à discuter, dit-il. Mais pas ce soir. Ce soir, nous devons digérer tout cela. Demain, nous parlerons de l'avenir, de comment nous pouvons vous aider. Nous acquiesçâmes tous, épuisés émotionnellement par les révélations de la soirée. Alors que mes beaux-parents se préparaient à partir, je sentis un mélange de soulagement et d'appréhension. La vérité était enfin sortie, mais qu'est-ce que cela signifiait pour notre avenir? Pierre prit ma main dans la sienne, la serrant doucement. Nous traverserons cela ensemble, murmura-t-il. Je te le promets. Alors que la porte se refermait derrière mes beaux-parents, je regardais notre maison, notre vie, avec des yeux nouveaux. Le chemin à parcourir serait long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentis une lueur d'espoir. Peut-être que de cette crise, nous pourrions construire quelque chose de plus fort, de plus authentique. Peut-être que nous pourrions enfin devenir la famille que nous avions toujours prétendu être. Les jours qui suivirent cette soirée mouvementée furent à la fois éprouvants et libérateurs. La vérité avait éclaté comme un orage, laissant derrière elle un paysage émotionnel bouleversé mais aussi étrangement purifié. Pierre et moi nous trouvions face à un nouveau départ, une chance de reconstruire notre relation sur des bases plus solides et plus honnêtes. Le lendemain matin de la révélation, Pierre et moi nous sommes assis à la table de la cuisine, Amélie jouant tranquillement dans son parc à côté de nous. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits et d'émotions refoulées. Je pense qu'il est temps que nous parlions vraiment, ai-je dit doucement, brisant le silence. Pierre a hoché la tête, ses yeux cernés témoignant d'une nuit sans sommeil. Tu as raison. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai pris une profonde inspiration. Commençons par être honnêtes l'un envers l'autre. Complètement honnêtes. Ainsi a débuté une conversation qui a duré des heures. Nous avons parlé de nos peurs, de nos frustrations, de nos espoirs. Pierre m'a avoué à quel point il se sentait écrasé par les attentes de ses parents, comment la perte de son emploi l'avait fait se sentir comme un échec total. J'avais l'impression de ne plus savoir qui j'étais, a-t-il confessé, les larmes aux yeux. Toute ma vie, j'avais été le fils prodige, celui qui réussissait tout. Et soudain, je n'étais plus rien. De mon côté, j'ai partagé la solitude écrasante que j'avais ressentie, coincée entre mon rôle de mère, de pourvoyeuse secrète et de gardienne du secret de Pierre. J'avais l'impression de disparaître, ai-je avoué. Comme si la personne que j'étais s'effaçait petit à petit sous le poids de toutes ses responsabilités. Ces aveux douloureux ont ouvert la voie à une compréhension mutuelle plus profonde. Nous avons réalisé à quel point nous nous étions éloignés l'un de l'autre, chacun enfermé dans sa propre lutte silencieuse. Le week-end suivant, nous avons invité les parents de Pierre à dîner. L'atmosphère était tendue au début, chargée de regrets et de non-dits. Mais peu à peu, les langues se sont déliées.
Jean-Luc a avoué qu'il regrettait la pression qu'il avait mise sur son fils toute sa vie. Je voulais tellement que tu réussisses, a-t-il dit à Pierre, que je n'ai pas vu à quel point cela te pesait. Marie-Claude, quant à elle, s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes. Je suis tellement désolée pour la façon dont je t'ai traité, a-t-elle dit. J'étais si focalisée sur ce que je pensais être le mieux pour Pierre que je n'ai pas vu à quel point tu te sacrifiais pour cette famille. Ces conversations, aussi difficiles soient-elles, ont marqué le début d'un changement profond dans notre dynamique familiale. Nous avons commencé à nous voir régulièrement avec mes beaux-parents, non plus pour des dîners formels et tendus, mais pour de vrais moments de partage. Pierre, encouragé par ce nouvel environnement de soutien, a commencé à explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Il a réalisé que le poste qu'il avait perdu ne le rendait pas vraiment heureux et a décidé de se réorienter vers un domaine qui le passionnait vraiment. « Je veux faire quelque chose qui a du sens », m'a-t-il dit un soir. Quelque chose dont je peux être fier, pas seulement pour l'argent ou le prestige. De mon côté, j'ai commencé à parler ouvertement de mon travail d'écrivaine freelance. Marie-Claude, à ma grande surprise, s'est montrée fascinée par mon activité et m'a même aidé à trouver de nouveaux clients grâce à ses contacts. Nous avons également décidé, Pierre et moi, de commencer une thérapie de couple. Ces séances nous ont aidés à communiquer plus efficacement, à exprimer nos besoins et nos craintes sans peur du jugement. Je réalise à quel point j'avais peur de la vulnérabilité, m'a dit Pierre après l'une de ces séances. Mais en réalité, c'est en étant vulnérable avec toi que je me sens le plus fort. Petit à petit, notre relation s'est transformée. Nous avons appris à nous soutenir mutuellement, à célébrer nos réussites individuelles comme des victoires communes. Les moments difficiles n'ont pas disparu comme par magie, mais nous avons appris à les affronter ensemble, en équipe. Un soir, environ 6 mois après cette fameuse soirée qui avait tout changé, nous étions assis sur notre balcon, regardant le soleil se coucher. Amélie dormait paisiblement à l'intérieur, et un calme serein nous enveloppait. « Tu sais, » a dit Pierre en prenant ma main, « je n'aurais jamais cru dire ça, mais je suis presque reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. » Je l'ai regardé, surprise. « Vraiment ?» Il a hoché la tête. « Ça nous a obligés à faire face à nos problèmes, à être honnêtes. Sans ça, qui sait où nous en serions aujourd'hui ?» J'ai serré sa main, réalisant la vérité de ses paroles. Cette crise, aussi douloureuse qu'elle ait été, nous avait permis de construire quelque chose de plus fort, de plus authentique. Nous avons encore du chemin à parcourir, ai-je dit doucement. Oui, a répondu Pierre, mais maintenant, nous le parcourons ensemble. Vraiment ensemble. Alors que le ciel se teintait de rose et d'orange, j'ai ressenti une profonde gratitude. Pour notre famille qui s'était reconstruite. Pour Pierre qui avait trouvé le courage d'être vulnérable. Pour mes beaux-parents qui avaient appris à voir au-delà des apparences. Et pour moi-même, qui avait trouvé la force de dire la vérité et de me battre pour notre bonheur. Notre histoire n'était pas parfaite, loin de là. Mais elle était la nôtre, avec ses hauts et ses bas, ses moments de doute et ses éclats de joie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment que nous étions sur la bonne voie, avançant main dans la main vers un avenir que nous construisions ensemble, dans l'honnêteté et l'amour.